Bon, bah oui, voilà l'état de ma chaîne. 4 mois sans vraie vidéo. Et pourtant, il s'est passé plein de choses, mais on va commencer par revenir en douceur. Et pour ça, je vous propose que l'on poursuive sur la fourmilière Toupette de chez Fourmi Bio. Il y a un an, je l'avais ramenée du magasin et je vous avais montré comment je l'avais aménagée. Et depuis, forcément, il s'est passé pas mal de choses. Elle a eu le droit à 2 emménagements différents, 2 colonies différentes. Pourquoi 2 ? Eh bien, parce qu'il y en a une, ça s'est mal passé. Et c'est ça que je vais vous montrer dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Dans ma dernière vidéo sur la fourmilière Toupette, je vous demandais à la fin quelle colonie j'allais mettre à l'intérieur. J'hésitais entre Phédole, Tétramorium et pourquoi pas des Lasius. En tout cas, vous avez été nombreux à y répondre, un grand merci, et certains d'entre vous ont vu juste. Je gardais en réserve une petite fondation de Lasius SP jaune. Sûrement Lasius myops, dont j'avais fait profiter Juan d'une petite fondation il y a quelque temps. C'est une toute petite espèce de fourmi, très discrète, qui a plutôt l'habitude de vivre sous terre. Donc je pense impeccable pour un nid creusable. Les ouvrières ont une belle coloration jaune-orangé, ce qui m'a toujours attiré, mais j'ai jamais réussi à avoir une colonie vraiment développée. Cette gine provient d'un essaimage d'août 2020. Elle a passé sa première diapose en tube, et en 2021 elle m'a fait cette petite dizaine d'ouvrières. Du coup, clairement, c'est une espèce tout indiquée pour tester ce nid. Pour rappel, la cuve comporte 2 entrées pour accéder au nid creusable, une en bas et une en haut. Pour le transfert de la fondation, j'aurais pu juste déposer le tube dans l'aire de chasse, mais j'avais un peu peur que Madame la Gine ne puisse pas accéder à l'ouverture du haut. Du coup, je décide de les faire passer par les 2 ouvertures qui sont dédiées à la gestion de l'hygrométrie de la partie creusable. J'enlève le cache en plexi, ce qui me donne accès à toute la partie supérieure du nid, et j'ai plus qu'à placer mes fourmis à l'intérieur. Bon, clairement, c'est pas la partie la plus facile et ça va leur mettre un bon coup de stress. Je commence laborieusement par enlever les 2 cloisons que je leur avais mis, en faisant bien attention de ne pas les blesser. Et je les dépose dans l'aire de chasse au cas où qu'il y ait du couvain posé dessus. Puis je viens chercher la reine doucement au pinceau. Je la guide petit à petit vers l'ouverture pour la faire tomber sur la surface du nid creusable. C'est ensuite au tour des ouvrières. Elles sont plus petites et plus actives, donc forcément c'est un peu plus sport, et ça prendra plus de temps. Je n'ai plus qu'à refermer les 2 ouvertures et me voici avec une jeune fondation prête à creuser et réaliser son premier nid. On est fin août 2021 et c'est le début de cette nouvelle aventure pour ma Gine Lasius. Et tout reste à faire, et on commence par le plus important, regrouper le couvain. Dans un premier temps, elles vont tout mettre dans un coin. Et je me suis aperçu d'une chose avec ce nid, c'est que l'observation est vraiment cool. La couleur jaune de mes fourmis ressort vraiment bien avec le substrat. Et vu que c'est un nid qui est dans la longueur avec peu de profondeur, j'ai un accès assez facile sur l'activité et je peux faire de belles observations. Bon, on va pas se mentir, c'est aussi parce que c'est le début, et j'imagine bien que lorsqu'elles auront bâti un peu partout, ça sera moins facile de les observer aussi facilement. Pour éviter qu'elles s'éparpillent et qu'elles gambadent dans l'aire de chasse, je décide de remettre le bouchon, afin qu'elles se concentrent bien sur la partie creusable. Elles commencent par regrouper tout le couvain dans un coin du nid, et elles le mettent principalement dans l'angle le plus humide. Et oui, car comme c'est une espèce surtout endogène, elle a besoin d'un fort taux d'hygrométrie. La reine, quant à elle, garde une partie du couvain entre ses mandibules et se réconforte comme elle peut dans un autre coin du nid. Les jours suivants, les ouvrières ont commencé à creuser et avec le surplus de terre, elles ont créé 2 petits monticules. L'un se trouve à l'opposé de la sortie vers l'aire de chasse et l'autre en plein milieu. La reine se trouve donc maintenant à l'intérieur d'une chambre et étonnamment, elles ne se sont pas enfouies en profondeur, mais elles ont plutôt bâti autour de leur sol, en calfeutrant les parois de plein de petits grains de sable. Et forcément, l'observation devient un peu plus difficile. J'ai toujours la visibilité sur le couvain et quelques cocons qui sont collés contre la paroi, mais pour la gine et tout ce qui se passe à l'intérieur, c'est beaucoup moins évident. Par contre, à l'extérieur, les voir courir sur le substrat, c'est un régal. Et j'ai aussi une observation complètement nouvelle pour moi. Je peux les voir creuser et façonner leur galerie, et ça, c'est clairement nouveau, j'avais jamais observé ça avant. Et quelque chose de nouveau comme ça, forcément ça attire l'œil et je me pose plein de questions. Comment décident-elles des directions, des agencements ? Travaillent-elles seules ou travaillent-elles en groupe ? Vont-elles demander de l'aide ? Est-ce qu'il y a une fin ou bien les galeries sont en perpétuel changement ? Est-ce que c'est décidé par la reine, par le groupe ou bien par l'individu ? Dans un de ses livres, Luc Passera explique qu'il n'y a pas de décision coordonnée, qu'il y a un ensemble de phéromones qui expliquent que là il faut creuser et que là il faut déposer. Du coup le nid est en perpétuelle évolution. Et ça, j'aimerais bien l'observer. En tout cas, durant toute la période automnale, elles vont s'en donner à cœur joie.
Et jusqu'à leur passage en diapose, elles auront creusé des galeries un peu partout et continuellement. Jusqu'ici, tout va bien, et c'est assez confiant que je les amène en diapose durant le mois de novembre. Et voilà donc qu'elles partent en cave pour passer l'hiver, sur une période de 4 à 5 mois. De novembre à peu près mi-mars. La température fluctue autour de 5-10 degrés, et comme toutes ses consoeurs, elles ont de l'eau et du liquide sucré. Si vous voulez plus d'informations sur la façon dont je fais passer la diapose, j'ai fait une petite vidéo dessus il y a quelques temps. Elle est remplie d'informations utiles. Mi-mars, les températures ont bien remonté. Je les sors de la cave et j'observe très peu d'activité. 1 ou 2 ouvrières et une reine très affaiblie. Durant la première semaine, les ouvrières meurent et j'essaie de garder la gine en vie en la nourrissant de liquide sucré. Hélas, ça ne suffira pas et quelques jours plus tard, je la retrouve immobile dans son nid. Me voilà à suivre des galeries vides et à me poser des questions. Une erreur durant la diapose? Elles avaient le même setup que mes 17 autres colonies et je n'ai pas eu d'autres soucis. Un problème avec le nid? Je vois pas de moisissure, le substrat tient bien, il y a une bonne hygrométrie, ça peut pas venir de ça. Peut-être une sortie de diapose trop rapide, avec un écart de température trop important. Une chose est sûre, c'est que je n'arrive pas à maintenir cette espèce. Je décide tout de même de récupérer la gine, histoire de vérifier qu'elle n'ait pas de parasites sur elle. Ça pourrait expliquer la cause de mortalité. Sur la partie du dessus, rien de flagrant, et aucune petite bête qui ne bouge. Sur la partie de dessous, rien de plus, pas de parasites. Mais par contre, je vois que le gaz a une forme un peu bizarre, et peut-être même un petit trou en bordure. Alors ça n'apporte pas vraiment une réponse claire, mais à partir de ça, on peut faire des hypothèses. Peut-être une malformation génétique depuis le début qui a amené petit à petit à la mortalité. En tout cas, pour un éleveur, voir une de ses colonies s'éteindre, même au bout d'1 an et demi, ça fait de la peine. Mais sachez que ce n'est pas toujours de notre faute, il peut y avoir plein de causes annexes. L'important, c'est de garder l'envie de bien faire, d'essayer, de chercher, de comprendre, de persévérer, et de garder le plaisir de les observer. D'ailleurs, j'ai toujours envie de tester et de voir ce nid rempli de fourmis actives. Et je crois que j'ai trouvé les candidates idéales pour ce second essai. Là, en voilà une. Si, regardez bien, elle est petite, mais quand même. Depuis quelques jours, ces petites fourmis noires se baladent un peu partout sur mon étagère, allant parfois même à la rencontre de mes autres colonies. J'ai d'abord eu du mal à savoir si elles venaient de l'extérieur ou d'un de mes élevages. Mais ces petites exploratrices ont également trouvé Madame la Folk, qui m'a bien aidé à savoir d'où venaient ces fugitives. Tout ce petit monde venait d'une de mes boîtes de fondation. Elles ont réussi à trouver ou à creuser un espace entre le joint et le bouchon de fermeture. Et si vous regardez d'autres chaînes YouTube sur les fourmis, comme celle de mon ami Fourmi des Plaines, eh bien vous avez sûrement dû reconnaître cette petite fourmi. C'est Paulette, une Tetramorium. Une boîte de fondation, c'est un petit kit qui permet de démarrer un élevage de fourmis. Dedans, il y a le strict nécessaire, un abreuvoir et une mangeoire pour les nourrir. Le tout dans une petite aire de récolte qui sera reliée à un tube de fondation. La gine provient d'un essaimage dans mon jardin de juin 2021. Et comme toute Tetramorium digne de ce nom, elle a passé une très belle première année en me faisant une 50aine d'ouvrières environ. Alors j'aurais pu les laisser au moins 1 an encore dans le tube au vu de la place, mais clairement dans l'aire de chasse c'était trop petit. Donc c'est le bon moment pour tester de les mettre en nid creusable. Je prépare le nid en essayant d'atténuer les constructions de l'ancienne colonie. Et pour ça, rien ne vaut un bon bain. À grands coups de seringue et de pipette, j'essaye de faire écrouler les vestiges des anciennes chambres et galeries. Et en plus, ça me permet d'humidifier le nid pour leur arrivée. Allez, c'est parti. On déconnecte en douceur le tube de fondation et on vient le placer dans leur nouvelle aire de chasse. Histoire de bien les accueillir, j'avais préparé un abreuvoir rempli d'eau fraîche et une mangeoire garnie de verres de farine. Mais maintenant, c'est le temps de l'exploration. Et en attendant, je n'oublie pas de placer de l'anti-évasion. Même si le couvercle est tout à fait sécurisé, j'en place tout le long du périph'. Ça me permettra d'ouvrir la cuve lors des manipulations sans aucun risque. Et j'en profite pour placer un petit clin d'œil à Tanguy sur une de ses vidéos fourmis. Ça montre bien que les oublis, ça arrive à tout le monde. D'ailleurs, voilà les premières exploratrices. Elles ne perdent vraiment pas de temps. Il faut dire que la Tetramorium est une espèce très active, qui va vite prendre possession de ces espaces, que ça soit en élevage ou en nature. Le lendemain, le décor a déjà bien changé. Le tube est beaucoup plus vide. Et j'observe au fond le témoignage des débuts du façonnage d'une fourmilière creusée. Car oui, elles ont déjà commencé leur déménagement et en plus de creuser leur nouvel habitat. C'est impressionnant de voir la différence de comportement entre les genres de fourmis. Certaines vont être très timides, stressées, voire même passives. Et à l'inverse, d'autres vont être dans l'action, actives très tôt et peut-être même un peu curieuses. La partie haut du nid est déjà bien investie. Et on devine les premières chambres qui se façonnent. Comme on peut le voir, le couvain est déjà bien rangé à l'abri. C'est un bon début pour ce nid, car les fourmis l'ont investi très rapidement. C'est bon signe et on y croit.
Les jours suivants, ces petites fourmis m'ont montré ce que c'était que de travailler dans le BTP. Pas un moment de pause, ça creuse dans tous les sens. De grandes files indiennes se font dans les galeries pour sortir les petits gravats. L'observation de ces moments est extra, et le substrat tient ses promesses, car rien ne s'écroule. Rapidement, l'espace creusable évolue. Les parois sont calfeutrées, l'entrée est bouchée, et on évacue le surplus de sable à l'extérieur. C'est vraiment ça la grande différence avec nos autres nids artificiels, et c'est ce qui fait son point fort. L'activité est continue, il y a toujours de l'observation à faire, toujours du mouvement ou de l'action. Les mois s'écoulent et l'activité ne désemplit pas. Au contraire, plus les jours se réchauffent et plus l'action est intense, et le nid suit cette évolution. Et j'ai pu donc observer qu'il est en perpétuel changement. Rien n'est jamais fini, et les chambres changent régulièrement de forme et de place. Elles suivent une logique liée aux conditions de leur environnement. Parfois, elles ont besoin de plus ou moins d'humidité, que ce soit pour elles ou pour leur couvain. Parfois, c'est la chaleur qu'elles recherchent, ou bien une zone plus tranquille, ou avec un peu plus d'obscurité. En août, le nid a encore évolué. Les galeries vont maintenant jusqu'en bas. La totalité de l'espace creusable est utilisée. Les chambres sont beaucoup plus vastes, et les connexions aussi. Peut-être pour mieux ventiler et rafraîchir le nid durant ce mois d'été très chaud. En septembre, je fais une petite erreur. Voyant qu'elles sont nombreuses à être tout en bas du bac, je décide d'ouvrir la connexion adjacente, et là, c'est le début de la fin. Elles ont maintenant un accès direct pour évacuer le surplus de sable, et c'est ce qu'elles font. Mais un peu trop à mon goût. Elles vident énormément de substrat, et surtout, elles arrivent à sortir les plus gros cailloux, qui servent initialement pour le drainage du trop-plein d'eau. Non mais regardez-moi les volumes qu'elles bougent. Bon, ça n'empêche pas la colonie de bien vivre, et de se régaler à toujours plus construire. Et regardez la différence des faces. Celle à l'avant nous permet de voir le réseau des galeries, alors que celle à l'arrière, qui est normalement cachée de la lumière, nous permet de voir l'intérieur des chambres. On peut également voir que l'hygrométrie se fait bien, et s'échange correctement dans le substrat. Au final, toute l'année 2022 s'est très bien passée pour les tétramoriums dans ce nid. Elles ont fait un beau couvain, la colonie est croissante et bien active. De mon côté, ce kit permet de faire de belles observations, ou du moins, je dirais que l'on fait des observations intéressantes, comme les voir creuser et aménager l'espace dont elles ont besoin. Mais si on parle de qualité d'observation, c'est sûr que c'est bien moindre que dans un nid avec une vitre et sans substrat. Après, comme vous pouvez le voir, les plans restent quand même bien sympas. C'est vrai aussi qu'on ne voit plus trop la gine et que l'on a moins de contrôle sur notre fourmilière si l'on doit intervenir. En tout cas, la diapo s'est également bien déroulée. La colonie a repris pleinement son activité depuis la mi-mars, avec quelques débuts en février. Prochaine mission pour moi, ça va être de boucher la sortie du bas et remettre du substrat dans le nid. Et je pense aussi vous faire une troisième vidéo sur ce nid pour vous donner mon avis après 2 ans d'utilisation. En attendant, voici quelques images de nos petites protégées, il y a quelques jours. La reprise s'annonce bien, malgré un petit tas de cadavres en sortie de diapose, mais je ne m'inquiète pas pour autant, car le couvain est là et elles sont bien actives. Mais clairement, je vais avoir un sacré chantier pour boucher cette sortie. Regardez le monticule qu'elles ont fait. En tout cas, c'était un plaisir de prendre le temps de refaire une vidéo sur YouTube et de vous partager ces quelques infos. J'ai un peu moins le temps d'y être et de faire du contenu, mais je garde l'envie et la motivation. D'ailleurs, si t'as aimé, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un petit pouce, ça me motive à continuer à passer du temps pour faire tout ça. Pour finir, je vous dis à bientôt, je l'espère. Et petite info bonus, il y aura une sacrée surprise courant mai. Allez, à plus! Merde, secret de terre, je vais regarder. Moi aussi.